On va commencer la session des recommandations, la deuxième partie de recommandations européennes de la Société européenne de cardiologie, avec les recommandations de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique, puis les recommandations cardiomyopathie et puis les recommandations de SCA. On a un panel d'experts exceptionnels aujourd'hui et on va attaquer tout de suite parce qu'on est déjà en retard avec le professeur Galinier avec les recommandations sur l'insuffisance cardiaque. Alors, bonjour à tous et à toutes. La vérité, c'est qu'avec Emmanuel Berthelot et moi, on avait prévu des communications qui un petit peu se chevauchaient. Donc, au lieu que ce soit elle qui commence, c'est moi qui vais commencer. Et je ne parlerai pas des cardiomyopathies, c'est elle qui va vous en parler. Donc, la mise à jour récente 2023 des recommandations de la Société européenne de cardiologie en matière d'insuffisance cardiaque aiguë et chronique a profondément modifié nos pratiques, que ce soit dans la forme à fraction d'éjection réduite, puisque maintenant nous n'avons que 6 semaines pour mettre au point nos thérapeutiques, et préservée, puisque enfin on possède avec les inhibiteurs GLT2 un traitement efficace de cette maladie qui était autrefois orpheline. Et puis, les recommandations insistent sur la prise en charge des comorbidités, en particulier diabétiques, rénales et de la carence martiale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Commençons par l'insuffisance cardiaque aiguë. Les recommandations nous disent avec une classe 1, c'est-à-dire une obligation, que quand vous avez un patient qui vient dans vos services pour insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite aiguë, il doit sortir de vos services avec les 4 traitements de base, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et les inhibiteurs GLT2, et que vous avez une stratégie à mettre en place pour que dans 6 semaines plus tard, après la sortie, il ait la dose cible ou maximale tolérée, ce qui n'est pas simple. C'était une recommandation de classe B, puisqu'il n'y a qu'une seule étude sur laquelle elle se repose, c'est l'étude STRONG-HF. Et dans STRONG-HF, je vous rappelle qu'il fallait que 50% de la posologie cible soit donnée en théorie à la sortie et que 100% soit donné à la 2e semaine. Alors attention, on n'y arrive pas, puisque même dans cette étude, 50% des patients à la fin du protocole de titration n'avaient que 50% de la dose cible. Mais néanmoins, par rapport à une démarche conventionnelle, eh bien, on a diminué les événements, les décès et les hospitalisations cardiovasculaires, d'où cette recommandation de classe 1. Donc, commençons par le début. Le malade arrive dans votre service pour une insuffisance cardiaque aiguë. En dehors des exceptionnels chocs cardiogéniques, il est donc congestif, que ce soit au niveau du poumon, au niveau de la périphérie, et il va falloir utiliser des diurétiques de lance en première intention. Ça n'a pas été modifié en 2023 par rapport à ce que c'était en 2021. Et il ne faut pas utiliser de fortes doses de furosémide. Je vous rappelle qu'en 2021, il nous a été dit que le malade qui n'avait été vierge de traitement, c'est 20 à 40 mg de furosémide, et celui qui recevait un traitement antérieur, c'était par voie intraveineuse la dose habituelle journalière ou le double de la dose habituelle, mais pas plus. Ensuite, vous suivez le patient, et celui qui ne répond pas assez, au bout de 6 heures, vous doublez la posologie, et si au bout de 12 heures, vous n'avez pas encore obtenu la dose cible, en particulier une diurèse supérieure à 150 ou 150 ml par heure, au lieu d'incrémenter encore la dose de furosémide, eh bien, ce qu'on nous demande, c'est de faire des combinaisons de diurétiques. C'est ça l'originalité, et les recommandations 2023 insistent là-dessus. Il faut avoir plusieurs points d'impact sur le néphron. On agit sur l'anse de Henle, mais 25% uniquement du sodium est réabsorbé à ce niveau. 65% est réabsorbé en amont, et dans le maître jeu, c'est d'agir sur le tubule proximal maintenant, et 5% est réabsorbé sur le tubule distal. Ce n'est pas beaucoup, mais comme c'est la partie la plus intelligente, la plus fine de la régulation sodée, il faudra quand même y agir dessus, par les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, et éventuellement par les thiazidiques. Alors, concernant la partie proximale du néphron, il y a un match entre les inhibiteurs GLT2 et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, qui pour l'instant penche pour les inhibiteurs SGLT2, puisque c'est une recommandation de classe 1, de les mettre en route. Donc voyons s'il faut les mettre en route d'emblée ou de manière différée. De manière différée, c'est l'étude Impulse où on mettait l'inhibiteur GLT2 avant que le patient ne quitte l'établissement pour une poussée d'insuffisance cardiaque aiguë. Ça s'était révélé positif sur un critère mou, puisque c'était un win ratio qui était essentiellement drivé par les événements cliniques et le score de qualité de vie, mais enfin c'était quand même une étude positive. Et à l'ESC 2023, nous avons eu les résultats de l'étude Dictate, qui est avec un autre inhibiteur GLT2,
ils sont voisins, c'est la dapagliflozine, où cette fois-ci on le donnait dès l'entrée. Le malade était adressé pour signe congestif, et bien en même temps que vous attaquez le furosémide, vous attaquez la dapagliflozine 10 mg ou le placebo, chez 240 patients hospitalisés donc pour insuffisance cardiaque aiguë, et vous avez une diminution de 35% du critère primaire, qui était le changement de poids au 5e jour, pondéré par la dose cumulée de diurétique de Lens. Alors, regardez, la différence n'est pas significative, hein, mais si on regarde ensuite les deux co-critères primaires, la perte de poids, en fait, c'est la même, tout simplement parce que dans le groupe où il n'y avait pas les inhibiteurs GLT2, on a augmenté le furosémide, donc d'un côté on a utilisé 800 mg de furosémide, et de l'autre 560 mg de furosémide. Alors moins on utilise de furosémide, moins on mettra le malade en hypovolémie, et plus ça sera facile d'incrémenter les autres thérapeutiques. Concernant les inhibiteurs d'anhydrase carbonique, on avait l'étude Advor, avec l'acétazolamide, présenté un an plus tôt à Barcelone, où on traite pendant 3 jours par 500 mg intraveineux d'acétazolamide en sus du traitement diurétique chez les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë. L'étude s'était révélée positive sur un critère primaire qui était un critère assez mou, qui était un score de décongestion qu'on appréciait au 3e jour, avec une augmentation de la diurèse et de la natriurèse, comme le faisaient d'ailleurs les inhibiteurs SGLT2. Donc pour l'instant, on a le choix, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'indication et en 2023 pour utiliser l'acétazolamide. Concernant les tubes contournés distales, eh bien, on a eu cette année l'étude chlorotique dont parlent les recommandations, qui a testé chez des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë, qui présentaient une insuffisance cardiaque chronique, qui recevaient antérieurement des diurétiques, l'adjonction au furosémide intraveineux, de l'hydrochlorothiazide par voie orale à une dose adaptée à la fonction rénale. On dit toujours que l'hydrochlorothiazide, ça ne marche plus quand il y a la fonction rénale, et les anglo-saxons, non. Ils augmentent l'hydrochlorothiazide pour que ça marche en cas de fonction rénale altérée. DFG supérieur à 50, 25 mg, DFG entre 20 et 50, 50 mg, au-dessous de 20 mg, 100 mg. Ils n'ont pas peur, les anglo-saxons. Et l'étude est positive, avec une diminution du poids plus importante dans le groupe traité par hydrochlorothiazide versus le groupe recevant uniquement des diurétiques, au prix quand même d'une altération plus fréquente, vous voyez que le P est inférieur à 0,01, de la fonction rénale, qui survient quand même chez 46% des patients recevant des hydrochlorothiazide, ce qui prouve quand même que ce n'est pas facile à gérer, parce que ça met tout simplement les patients en hypovolémie. Alors comment il faut faire en pratique? Eh bien, quand vous recevez un patient pour une insuffisance cardiaque aiguë congestive, en dehors du choc cardiogénique, il faut le décongestionner. Et donc, pour ce faire, il faut utiliser des diurétiques. Et on a la chance que 2 des médicaments de la bande des 4, l'inhibiteur GLT2 et les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, sont des diurétiques, et donc on va les associer d'emblée au furosémide, après bien sûr contrôle de la créatinine, la kaliémie avant d'utiliser les ARM, et ça va nous permettre de décongestionner le malade en utilisant des doses moindres de furosémide. Ensuite, dès que le malade est stabilisé, c'est bien marqué par une systolique supérieure à 100 mm de mercure, la non-augmentation du furosémide intraveineux depuis 6 heures et le non-recours depuis 6 heures et 24 heures aux vasodilatateurs et aux inotrope positifs, vous associez un bloqueur du système rénine-angiotensine, et moi, avec les recommandations américaines et puis les recommandations européennes qui m'autorisent, je privilégie le sacubitril valsartan aux IEC. Je mets le sacubitril valsartan chez des patients qui ont une systolique supérieure à 100 et qui ne sont pas en stade 4, les IEC, réservés aux patients qui ont une systolique inférieure à 100, supérieure quand même à 90, et qui sont en stade 4 d'insuffisance cardiaque. Et puis, en dernier recours, avant la sortie bien sûr, on met les bêta-bloquants qu'on aurait mis plus tôt si une arythmie avait généré ou compliqué l'évolution de la maladie. Et puis vous augmentez les doses, donc il faut revoir le malade tous les 15 jours du moins, ça c'est la théorie. Moi je ne vais pas insister dessus parce qu'on en a parlé déjà hier, on en a parlé déjà ce matin, mais il faut le faire soit en présentiel, soit en distanciel avec 4 règles. Premièrement, il faut privilégier les bloqueurs du système rénine-angiotensine et en premier lieu, le sacubitril valsartan, c'est quand même le médicament de base. Deuxièmement, ensuite, si le malade reste tachycarde, supérieur à 85-90, notamment s'il a fait une fibrillation atriale, il ne faut pas hésiter à augmenter plus rapidement qu'habituellement la dose de bêta-bloquant, bien sûr, si le malade n'est pas congestif. Troisièmement, c'est qu'on peut très bien augmenter dans la même séance les bêta-bloquants et les médicaments qui bloquent le système rénine-angiotensine chez les patients qui ont une tension artérielle qui l'autorise, c'est-à-dire supérieure à 110 mm de mercure, et que quatrièmement, la posologie d'antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes doit être plus rapidement augmentée si vous avez des signes congestifs qui persistent ou si vous avez une hypokaliémie qui apparaît sur furosémide. Et puis, 5e règle, c'est qu'il faut savoir transcrire, ne pas obéir aux recommandations chez les patients les plus fragiles, les plus âgés, qui ont plus de 80 ans, et cela, il faut mieux les voir tous les mois que tous les 15 jours. En matière d'insuffisance cardiaque chronique, maintenant,
Concernant l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, en 2023, rien ne se passe. On a exactement la même règle qu'en 2021. Première étape, les cas de médicaments de fond associés aux diurétiques. Deuxième étape, le traitement électrique qu'il ne faut pas oublier. Troisième étape, un traitement phénotypique dont rien n'a été modifié. Et concernant l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite entre 40 et 50%, là il y a eu de nouveau, puisqu'on a incorporé les données avec les inhibiteurs GLT2, et les inhibiteurs GLT2 ont rejoint avec une recommandation de classe 1A les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, à qui on associe bien sûr le furosémide pour contrôler symptômes et signes congestifs. Si vous avez un malade d'insuffisance cardiaque chronique que vous découvrez en ambulatoire, bien vous allez faire toute la même chose. Il a des signes congestifs que l'on faisait tout à l'heure. Simplement, on manipule d'emblée, quand il sort de votre cabinet, si vous avez la fonction rénale, on bloque le système rénine-angiotensine, soit par un IEC, soit par un ARNI. Et s'il n'a pas de signes congestifs, il sort de votre cabinet avec la bande D4, une faible dose d'IEC ou d'ARNI, un bêta-bloquant, un inhibiteur GLT2, et un furosémide, le quatrième de la bande D4, vous l'introduirez 15 jours plus tard, parce qu'on ne peut pas quand même tout faire en ambulatoire, comme on le fait tranquillement au décours d'une hospitalisation. Est-ce qu'il faut diminuer la posologie de furosémide quand vous introduisez ces médicaments? La réponse est en théorie non, puisque dans les études, que ce soit dans Paradigme pour les ARNI, DAPA-HF, un peu rare pour les inhibiteurs GLT2, on ne diminuait pas les doses de furosémide quand on mettait ces nouveaux traitements. Mais en pratique, il vaut mieux le faire, notamment si vous introduisez en même temps un ARNI et un inhibiteur GLT2, parce que ça peut créer une hypovolémie significative. Donc, moi, je diminue volontiers de 30% la posologie de furosémide chez les patients stables euvolémiques. Concernant les traitements d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est là où est la révolution, puisque les inhibiteurs GLT2 sont rentrés maintenant avec une recommandation de classe 1A associée aux diurétiques dans le traitement de cette forme d'insuffisance cardiaque. Les Européens n'ont pas recours aux antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, alors que les Américains, avec du 2B, le font. Mais bon, moi je les associe souvent. Et ensuite, il faut avoir un traitement étiologique, un traitement des comorbidités. Et les comorbidités sont fréquentes, comme vous allez le voir. Pourquoi ces recommandations? Parce que, vous le savez, 2 études depuis 1 an ont été positives dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et modérément réduite avec l'inhibiteur GLT2, une avec l'empagliflozine, l'une avec la dapagliflozine, montrant une diminution très nette du critère primaire, les décès cardiovasculaires aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque, qui portent essentiellement quand même sur les hospitalisations. Dans les 3 études qui ont été réalisées ces 3 dernières années en matière d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, vous avez ici des comorbidités. Vous voyez que 50% sont diabétiques, 50% ont une insuffisance rénale et plus de 50%, c'est pas marqué ici, ont une carence martiale. La carence martiale est encore plus fréquente dans la préservée que dans la réduite, et dont les recommandations insistent lourdement sur la prise en charge de ces comorbidités. En 2021, on nous avait appris que quand vous avez un patient diabétique de type 2 à risque d'insuffisance cardiaque ou qui avait une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, pour traiter le diabète, il fallait utiliser préférentiellement les inhibiteurs GLT2. Eh bien, en 2023, il y a une focalisation sur les maladies rénales compliquant le diabète, et vous allez voir que quand on a une insuffisance rénale associée au diabète, on peut avoir recours non seulement, comme tout à l'heure, au gliflozine, mais également à une nouvelle molécule qui va être prochainement commercialisée en France, qui est l'antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes non hormonales, qu'on appelle la finérénone. Et que probablement, il faudra associer ces 2 classes thérapeutiques, bien que ça n'ait pas encore été fait. Alors, ces recommandations sont importantes. Elles reposent sur le fait qu'on a des données maintenant dans la maladie rénale chronique avec les inhibiteurs GLT2 et avec la finérénone. La maladie rénale chronique étant définie soit par un DFEG inférieur à 60, soit par un RAC. Le RAC, vous le savez, c'est le rapport albumine sur prévonurie, ce n'est plus sorti calcifié, c'est fini ça. Et quand vous avez un RAC supérieur à 30 mg par gramme, vous avez une maladie rénale chronique, et vous pouvez donc manipuler les inhibiteurs GLT2 et la finérénone. Alors, les inhibiteurs GLT2 ont été testés en dehors de la néphropathie diabétique, avec 50% des patients diabétiques, 50% des patients non diabétiques, et on a obtenu, avec la DAPA et avec l'empagliflozine, une diminution de l'altération de la fonction rénale associée à une diminution des décès et des hospitalisations de causes cardiovasculaires. Donc en protégeant le rein, on protège le cœur et vice-versa. Donc quand vous avez un diabétique qui a une altération de la fonction rénale, ou d'ailleurs un non-diabétique, eh bien vous devez utiliser cette classe thérapeutique, mais les cardiologues doivent maintenant s'occuper de néphroprotection, parce que les néphrologues ne voient pas ces patients à ce stade. C'est à nous de le faire, et donc il faut s'habituer à traiter les malades pour le rein.
Et ensuite, vous allez avoir l'année prochaine à manipuler dans cette même indication la finérénone. 100% des patients étaient diabétiques, donc les non-diabétiques, vous n'en occupez pas. Donc, maladie rénale chronique, on met de la finérénone ou du placebo chez ces patients et on regarde ce que fait le pronostic rénal et le pronostic cardiovasculaire. Les deux sont améliorés, comme le montre l'analyse poolée de ces deux études, Fidelio et Figaro, qui s'appelle Fidelity, où on observe une diminution des événements cardiovasculaires durs, y compris des décès cardiovasculaires, et une amélioration du pronostic rénal par cette molécule qui est mieux tolérée que les antagonistes minéralocorticoïdes hormonaux. Pas d'effets secondaires hormonaux à craindre, mais avec, par contre, une efficacité diurétique un peu moindre. Et donc, enfin, pour finir, la carence martiale. La carence martiale, on a upgradé le niveau des recommandations en 2023. On nous dit d'utiliser dans les insuffisance cardiaque à fraction réduite ou modérément réduite, parce qu'on n'a pas de données sur la préservée, pour améliorer les symptômes et la capacité d'effort, recommandation de classe 1 et de niveau A, et pour diminuer le risque d'hospitalisation, recommandation de classe 2 à A, et on peut avoir recours au fer carboxymaltose comme habituellement, ou au fer dérisomaltose qui n'est pas commercialisé en France. La problématique, c'est que le lendemain de ces recommandations, la plus importante étude réalisée en matière d'insuffisance cardiaque chronique avec carence martiale n'a pas montré de bénéfice. C'est cette étude Hartfield, où, chez plus de 3000 patients, on a traité, dans un but de prévenir les décès et la mortalité cardiovasculaire, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ces patients. Eh bien, cette étude est neutre. Et donc, j'avoue que c'est un petit peu trouble. Mon effet, je suis un peu troublé, mais heureusement, après cette étude, il est arrivé une méta-analyse de toutes les données réalisées en matière de traitement de la carence martiale de l'insuffisance cardiaque chronique sur des données individuelles où, quand même, on rétablissait une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et des hospitalisations totales sans du tout d'impact sur la mortalité. Et la correction de la carence martiale est d'autant plus efficace que les patients avaient une carence martiale fonctionnelle, c'est-à-dire un CST très bas. Donc finalement, un jour ou l'autre, on ne regardera plus la ferritinémie, on regardera le CST et on traitera surtout si vous avez un CST inférieur à 15%, ou une anémie associée, où c'est plus efficace. Et voilà, donc, je m'interromps là, puisque maintenant, on va avoir recours à Emmanuel. Si tu fais une information complémentaire, Emmanuel, n'aie pas peur. Si tu repars d'insuffisance cardiaque, c'est pas grave. Puis d'abord, on a un petit peu le temps, je t'ai gagné du temps. Et puis la répétition, c'est la base de l'enseignement. Donc, merci à tous. On vous remercie, professeur Galinier. Déjà, peut-être, il y a des questions dans l'audience. Vous n'êtes pas timide si vous avez des questions. Oui. À quel niveau de filtration glomérulaire pouvons-nous utiliser les glyphlosines? 25. Au-delà de 25 millilitres, vous pouvez. Et si, après l'introduction du GLT2, la fonction rénale s'altère et le DFG devient inférieur à 25, vous pouvez les continuer, parce que ça a été bien montré par une étude, mais également, peut-être Emmanuel va peut-être vous en parler, présentée à l'ESC. Quand on a une altération de la fonction rénale supérieure, eh bien l'amélioration du pronostic perdure. Donc, vous le mettez avec un DFG jusqu'à 25, et si ça se baisse, vous ne l'altérez pas. Après, arrivé une fois en dialyse, il n'y a pas de data, donc on les accompagne jusqu'à la dialyse, en espérant qu'on retarde la dialyse pour d'autant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu qui a déjà été demandée. On renverse la question. Est-ce qu'il y a une situation dans l'insuffisance cardiaque où il ne faut pas donner d'ISGLT2? Bien écoutez, les gens qui ont une DFG inférieure à 25, bien que, je pense qu'on pourra se reposer la question. Ces seuils sont arbitraires et choisis au moment où on fait des études pour avoir le moins d'effets secondaires possible. C'est comme le seuil de 30 pour le sacubitril ou l'Alsartan, alors qu'il n'y a pas de seuil pour donner un IEC. Un IEC, on peut le donner même pendant la dialyse. Donc, c'est des seuils qui ont été un peu choisis, un peu artificiellement, mais bon, maintenant, il faut un objet de recommandation, il faut y obéir. Et ensuite, non, il faut être très prudent chez les gens qui ont des... Moi, je le mets chez tout le monde. Après, chez les gens qui ont des infections urinaires ou génitales fréquentes, je ne le mets pas. Puis j'interroge un peu les patients quand même sur leur passé d'infection urinaire. Je suis particulièrement prudent quand même dans certains cas. Et puis, il faut être prudent également chez les patients diabétiques
qu'on ne peut pas le donner chez les diabétiques de type 1, c'est interdit. Et ceux qui sont de type 2 insulino-requérants, il faut être un peu plus prudent. Puis il faut donner des règles précises d'utilisation, les arrêter quand on est dans les périodes de jeûne, faire attention. L'acidocétose, ça n'existe quasiment pas en matière d'insuffisance cardiaque, mais enfin, il faut quand même se souvenir que ça existait. Et donc, il faut être prudent. Mais en règle générale, c'est très bien toléré. Les rares effets secondaires, c'est les infections génitales, surtout chez les hommes, alors qu'on les craignait plutôt chez les femmes. Et c'est quelques éruptions cutanées que j'ai appris à découvrir, qui n'étaient pas très soulignées par les études, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Professeur Marco. Je voudrais juste faire un commentaire. C'est une session sur les recommandations. J'ai une grande admiration pour le grand enthousiasme de mon ami Michel. C'est toi qui me l'as communiqué, Jean. Hein. Et il a commencé par une phrase, vous avez l'obligation, parce que c'est 1B. Donc on va parler de recommandations. Et les recommandations, en général, c'est un outil pour vous aider, pour vous guider, à proposer pour chaque patient, considérer individuellement la meilleure option de prise en charge ou de traitement en prenant en considération les connaissances, l'expérience locale et les contraintes ou restrictions locales. Donc ce sont des recommandations. Et ce n'est pas parce que quelque chose est écrit 1B que vous devez le faire. Il est recommandé de le faire et vous prenez en charge un patient particulier. De même, vous allez avoir dans ces présentations, des classes 3, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas recommandé de le faire en routine. Je crois qu'il faut que l'on soit bien clair sur les terminologies, les mots qu'on va utiliser pendant cette session recommandation pour comprendre. Ce n'est pas des règles, ce n'est pas un code civil, la recommandation. Voilà. Et la question, est-ce que les nouveaux médicaments, là, les inhibiteurs des SGLT2, sont disponibles dans tous les hôpitaux actuellement? Dans tous les hôpitaux et dans toutes les pharmacies de France et de Navarre. C'est quelque chose vraiment de très banal, Jean. Hein. C'est un traitement du diabète, c'est un traitement d'insuffisance cardiaque, c'est un traitement des néphropathies. Donc, franchement, non, là, et on n'est pas en pénurie pour une fois. Eh bien. On vous remercie, professeur Marco, pour vos observations. Moi, j'ai deux petites questions avec deux réponses très courtes, si vous voulez. L'essai Strong HF, est-ce que c'est vraiment faisable, la titration rapide? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que le panel l'a essayé? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire dans le pratique? Non, moi je n'oublie pas Strong HF. Je ne fais pas partir mes malades avec une cible de 50% de la posologie maximale tolérée, ce qui était Strong HF, et je n'aboutis pas à la posologie maximale tolérée à la deuxième semaine de traitement. Je trouve que Strong HF, c'est Alexandre Mébaza, je le vénère beaucoup, mais premièrement, le groupe témoin était très critiquable parce qu'il était très maltraité. C'était des pays qui ne sont pas habitués à traiter, aux standards français de l'insuffisance cardiaque qui l'ont généré, dans le groupe témoin ne ressemble à rien. Ils sont très maltraités. Et deuxièmement, ensuite, nous dire qu'on aboutit à 50% de la dose cible à la sortie et à 100% à la dose à la deuxième semaine, alors que, in fine, à la fin de l'étude, il y a juste 50% des patients qui sont à la dose cible, c'est comme le dit Jean, c'est un vœu pieux, c'est une recommandation, mais ce n'est pas la vérité. Donc, non, moi, Strong HF, je ne le fais pas. Je pense qu'aboutir à 50% de la posologie maximale tolérée, par exemple, de bêta-bloquants à la sortie d'une hospitalisation qui dure 5 jours, c'est dangereux. Donc moi, je n'obéis pas stricto sensus à Strong HF, mais les recommandations n'obéissent pas non plus à Strong HF. Elles nous disent d'introduire les médicaments et ensuite d'aboutir en 6 semaines à la dose maximale tolérée. Ce n'est pas Strong HF, les recommandations. C'est basé sur Strong HF, simplement. On vous remercie, professeur Gagné. Et la deuxième, avec une réponse très courte, j'ai lu un essai présenté soit à l'ESC, soit à l'AHA, donc la mise en place de la dapagliflozine ou des inhibiteurs tout de suite dans la phase aiguë. L'infarctus. Est-ce que c'est quelque chose que vous... Cet essai est positif sur des critères intermédiaires, parce que c'était un petit peu mou, mais un petit peu décevant, parce qu'on n'a pas réussi à diminuer la mortalité cardiovasculaire. Donc, pour l'instant, on est en train de réfléchir à la place des inhibiteurs GLT2 en post-infarctus du myocarde. C'est un effet incontestablement anti-remodelage, qui n'est pas très puissant. Hein. Ça améliore de 1,5% la fraction d'éjection au bout de quelques mois, mais c'est quand même un effet anti-remodelage. Bon, c'est un petit effet antidiurétique chez les patients qui avaient une dysfonction systolique ou qui étaient en insuffisance cardiaque à l'aiguë, qui peut être intéressant au lieu du furosémide. Mais pour l'instant, l'étude dont on parle est à la fois positive et un peu décevante. Pas de critères durs, la mortalité ou les décès cardiovasculaires. On vous remercie. C'était un critère secondaire. Hein.
On vous remercie, professeur Gagné. Avant de donner la parole au docteur Emmanuel Berthelot, qui est la future présidente du groupe insuffisance cardiaque de la SFC, je me permets juste d'introduire le panel. Donc, professeur Jean Marco, qu'on connaît, on connaît tous. Alors, professeur Michel Gagné, docteur Emmanuel Berthelot, docteur Pierre Ledet, professeur Étienne Pumira, docteur Jean-Pierre Monassier et professeur Jacques Monségu. Docteur Berthelot, vous avez la parole. Bonjour. Donc bonjour à tous. Comme vous avez compris, on avait un petit peu des mismatchs sur les, sur les présentations et je vais faire cardiomyopathie. Donc moi je travaille à Bicêtre, je suis Emmanuel Berthelot et donc je suis plutôt spécialisée dans l'insuffisance cardiaque, mais je vais vous parler des cardiomyopathies. Alors du coup je vais enchaîner directement sur ma deuxième partie. Donc en 2023, on a eu des recommandations sur la prise en charge des cardiomyopathies qui ont été présentées à l'ESC. Déjà, une définition, les cardiomyopathies, c'est une anomalie myocardique qui va altérer le muscle dans sa structure et dans sa fonction, et qui, en fait, n'est pas une atteinte coronaire, n'est pas liée à une hypertension, n'est pas liée à une valvulopathie, n'est pas liée à une maladie congénitale. Et voilà. Et c'est de ces types de maladies cardiaques, finalement, qu'on va parler dans ces recommandations. Alors, en fait, les recommandations sont basées sur l'étude morphologique et structurelle du myocarde et en particulier du ventricule gauche. Et c'est comme ça que finalement, on introduit ces définitions dans les cardiomyopathies qui, en fait, sont au nombre de 5 en classement et en fait sont donc classés en fonction d'un morphotype qui est en premier donc l'hypertrophie du ventricule gauche, CMH, la dilatation du ventricule gauche, donc ça c'est en fait une nouvelle classe qui est apparue. Les cardiomyopathies non dilatées et non hypertrophiées, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Les maladies, les dysplasies rythmogènes du ventricule droit et les cardiomyopathies restrictives. Voilà. Donc en fait, en partant de ça, finalement, vous voyez, en fait, ils ont directement placé d'ailleurs l'IRM. On le voit directement dans le premier diagramme pour présenter les cardiomyopathies. Et vous allez voir aussi que l'IRM est vraiment un rôle central dans ce diagnostic. Donc, comme je vous disais, finalement, donc là, je vous avais montré la partie basse, donc la classification phénotypique des cardiomyopathies, avec leur prise en charge générale qui va reposer sur l'introduction des traitements et des devices si nécessaire, en particulier pour prévenir la mort subite, une enquête génétique, la prévention donc des complications, en particulier la mort subite et des complications thromboemboliques, et la prise en charge finalement d'un mode de vie particulier, en particulier la recommandation pour faire de l'exercice, la grossesse, et puis un contexte un peu, disons, de support psychologique, puisque ces cardiomyopathies surviennent souvent chez des patients relativement jeunes. En fait, ils mettent l'accent également sur le fait que finalement les patients se présentent pour des symptômes particuliers, et en fait il est très important quand on voit un patient qui va présenter des symptômes de faire à la fois une enquête familiale, de redemander les antécédents et de demander les symptômes qui peuvent accompagner la découverte d'une maladie cardiaque. En particulier, nous cardiologues, on est très focalisés finalement sur le cœur, et c'est vrai que dans ces cardiomyopathies, eh bien, on va avoir des symptômes un peu atypiques, des symptômes neurologiques, des symptômes cutanés, et donc c'est vrai que les recommandations insistent sur l'examen et l'interrogatoire des patients pour savoir s'il y a d'autres symptômes qui accompagnent cette maladie cardiaque.
Donc juste pour vous dire qu'effectivement ce sont des maladies qui restent relativement rares, puisque vous voyez que les incidences s'échelonnent. Donc pour les plus fréquentes, c'est les CMH à 0,2%. Et puis dans les cardiopathies dilatées et non dilatées, non hypertrophiques, en fait tout ça c'est, enfin la nouvelle entité c'est non dilatée et non hypertrophique. Eh bien en fait on ne sait pas encore très bien, mais en tout cas c'est des incidences qui sont relativement faibles. Voilà. Et en fait, ils ont classé un peu à part des cardiomyopathies donc, qui ne sont pas liées ni à l'hypertension, ni aux valvulopathies, ni au coronaire. Et donc, il y a un aparté sur les cardiomyopathies alcooliques, les cardiomyopathies induites par les chimiothérapies, la cardiomyopathie du péripartum, la myocardite, la maladie de Fabry, l'amylose, qui est un petit peu en fait classée à part. Et ils disent qu'en fait, dans les recommandations, que la non-compaction du ventricule gauche et les ventricules hypertravéculés ne rentrent pas dans ces classifications, ainsi que le syndrome de Takotsubo, qui est donc traité à part. Alors, en fait, donc, ces cardiomyopathies doivent donc faire rechercher un scénario clinique chez les patients qui consultent souvent pour soit des palpitations, des syncopes ou de l'essoufflement. Sur l'ECG, on va regarder s'il y a des anomalies de la repolarisation qui peuvent faire penser à une cagneulopathie. Et évidemment, poser la question d'un entourage familial, d'antécédents familiaux qui vont donner la puce à l'oreille sur un contexte génétique finalement. Une fois que la cardiomyopathie est détectée, on va faire une analyse morphologique, comme je vous disais, et on va la classer dans les cinq classes de cardiomyopathie, et on va proposer en fait des prises en charge spécifiques. Ce qui est très important, c'est d'avoir une évaluation multiparamétrique, et en particulier, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce que les recommandations nous proposent. Donc, effectivement, quand on suspecte une cardiomyopathie, il faut avoir recours aux spécialistes de la cardiomyopathie. Vous avez, en fait, il y a des réseaux, enfin, le réseau cardiogène qui permet d'identifier les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge des cardiomyopathies, qui en général sont structurées pour faire des bilans complets, pour identifier quel type de cardiomyopathie il s'agit. En particulier, donc en fait, il va y avoir une enquête, un généticien, une enquête génétique des panels de prélèvements génétiques qui vont pouvoir permettre de faire un diagnostic précis. Il ne faut pas hésiter à faire montrer en fait le patient aussi dans une équipe d'internistes, puisque ça peut être accompagné par des maladies endocriniennes ou neurologiques, ophtalmo ou rhumatologiques ou dermatologiques, et faire une enquête familiale, voilà, demander s'il y a des membres de la famille qui sont également atteints ou porteurs et qui pourraient faire suspecter cette maladie. Donc avoir une approche multidisciplinaire, donc c'est une recommandation de classe 1C. Qu'est-ce qu'on va faire comme test pour avoir un phénotype d'identification particulier? Eh bien, on va faire une échographie cardiaque, évidemment, dans un premier temps, qui va permettre de détecter s'il y a une hypertrophie, par exemple, du ventricule gauche ou une dilatation, et réaliser des prélèvements biologiques. Donc on va voir que l'IRM est vraiment importante. Les anomalies fonctionnelles peuvent être détectées par une écho de stress, et on peut faire aussi pour détecter des maladies du myocarde spécifiques, la scintigraphie osseuse et un PET scan. On peut aller aussi jusqu'à la biopsie myocardique pour faire une identification sur un prélèvement histologique. Donc, comme je vous disais, la classification est vraiment centrée sur les anomalies morphologiques et en particulier sur les résultats de l'IRM cardiaque qui arrive en fait en recommandation de classe 1B pour permettre de faire un diagnostic précis de la cardiomyopathie. Donc,
avec injection de produits de contraste et analyse des différentes séquences T1, T2 et du rehaussement tardif pour voir en fait quel type de cardiomyopathie, s'il y a s'il y a une fibrose, quelle est la caractérisation de la fibrose ou des plages de cellules adipeuses, enfin voilà, pour caractériser le myocarde plus en détail. Et donc l'IRM a vraiment une place très importante. Donc, en particulier, là, je vous montre quelques exemples en fait, de résultats d'IRM cardiaque qui vont permettre de faire des diagnostics étiologiques spécifiques dans les groupes de cardiomyopathie et dans les sous-groupes phénotypiques. Vous voyez que dans les CMH, en fait, eh bien, en fait, c'est les séquences en fait, de rehaussement tardif et de T1, l'onatif T1, qui vont permettre en fait, de regarder plus en détail l'hypertrophie. On va regarder aussi le rehaussement tardif et la quantité de fibrose qui va pouvoir en fait à la fois classer la gravité, je dirais, de la maladie et de proposer en fait même une stratification du risque pour savoir si le patient est à risque de faire une mort subite par exemple. Et puis, enfin, on peut avoir aussi un phénotype patchy. Dans les cardiomyopathies dilatées, on regarde également on regarde la séquence T2 étoiles, on va regarder les rehaussements tardifs sous-épicardiques et on va regarder comment se distribue finalement le rehaussement dans cette... pour classifier les cardiomyopathies qui seront en lien. Et donc, par exemple, on va pouvoir faire des diagnostics d'hémochromatose, de myocardite, ou de sarcoïdose, ou de maladie de Chagas. Voilà. Pour les CMH, en fait, effectivement, selon la caractérisation du rehaussement tardif, on va pouvoir classer en maladie de Fabry, amylose ou CMH sarcomérique. Pour les cardiomyopathies non dilatées, non hypertrophiées, en fait, on va pouvoir, selon pareil, les classifications, selon la caractérisation IRM, classer en laminopathie, en différents variants génétiques. Pour la cardiomyopathie arythmogène du ventriculaire, on a une caractérisation donc, par les variants des desmosomes. Et pour les cardiomyopathies restrictives, par exemple, on peut caractériser une cardiomyopathie restrictive à hyperéosinophile. Dans ces recommandations, on voit également l'importance du conseil génétique qui arrive en niveau de classe 1B, qui permet d'avoir en fait à la fois une enquête génétique, une éducation génétique et de prendre les bonnes décisions pour savoir quel patient, comment détecter dans la famille les personnes qui vont être également atteintes par les cardiomyopathies et proposer des tests adaptés, puisque en fait aujourd'hui on a énormément de gènes à rechercher, donc du coup c'est important de faire d'avoir un recours à un spécialiste. Donc, en particulier, il donne des exemples de modèles de maladies héréditaires qui donnent des cardiomyopathies, en particulier donc, les CMH sarcomériques, Fabry, l'amylose ATTR héréditaire, la maladie de Friedreich, les mitochondriopathies. Pour les cardiomyopathies dilatées, on a les mutations liées aux sarcomériques, dystrophines, mitochondriales aussi, en particulier, par exemple. Et pour la dysplasie arythmogène, on aura le desmosome, mutation du desmosome en particulier. Dans ces recommandations, ils abordent, en fait, ils mettent beaucoup l'accent sur le diagnostic phénotypique de la cardiomyopathie. Après, il y a une proposition de prise en charge qui va être générale par rapport au type de cardiomyopathie et en particulier dans la prise en charge du risque rythmique et du contrôle du rythme, et à la fois du risque rythmique auriculaire et des arythmies ventriculaires, et du moment auquel il va falloir penser à implanter un défibrillateur.
aussi, de façon un peu générale, à quel moment, finalement, orienter vers une équipe qui va prendre en charge, qui va prendre en charge une aggravation de la maladie, en particulier proposer des transplantations cardiaques. Alors, donc, je voulais juste faire un petit point sur les cardiomyopathies. Vous avez compris que c'était autour des recommandations. Donc, moi, j'avais fait aussi pas mal de trucs sur l'insuffisance cardiaque, mais j'ai laissé Michel présenter tout ça. Donc, je pense que sur les cardiomyopathies, il y a l'approche phénotypique qui est importante à faire, la place centrale de l'IRM et du conseil génétique, avoir recours au réseau cardiogènes qui nous permettent en fait d'avoir accès à des spécialistes. En fait, c'est des maladies particulières. Ce qu'il faut, c'est surtout y penser. Je pense, nous, finalement, on s'aperçoit qu'on a un œil pour la coronaropathie, pour l'HTA, enfin des choses qu'en fait on voit tout le temps, mais savoir identifier une cardiomyopathie et savoir la diagnostiquer et la prendre en charge, eh bien en fait c'est quelque chose d'un peu plus subtil, et donc à référer à des spécialistes, même si ces cardiomyopathies restent rares. Et voilà, j'en aurais terminé. Merci de votre attention. On vous remercie. Je vous remercie pour cette superbe présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Le sujet il est assez dense et vaste. Oui, s'il vous plaît. Oui, on se trouve assez confronté à l'accès à l'IRM cardiaque. Qu'est-ce que vous proposez comme parcours? Est-ce que chaque centre, chaque cardiologue essaie d'avoir une IRM avec des délais de 3, 4 mois? Ou est-ce qu'il vaut mieux d'emblée envoyer le patient dans un centre de compétences de cardiomyopathie avec l'espoir déjà que la team pluridisciplinaire soit activée et qu'il y ait peut-être des passerelles plus faciles, parce que c'est un CHU en fait, on ne va pas se mentir. Hein. Les centres de compétences sont en CHU, les IRM, il y en a beaucoup en CHU et les accès sont peut-être un petit peu plus faciles. Voilà, est-ce qu'on fait chacun dans son coin et on envoie tout après au centre de compétences, ou on fait d'emblée le centre de compétences qui se démerde pas après pour faire l'IRM dans des délais acceptables? Je pense que ça va dépendre un peu justement de facilité d'accès. Si vous avez un contact sur une filière rapide et que vous savez que vous allez pouvoir avoir un bilan rapidement précis auprès de votre spécialiste dans un grand CHU, vous pouvez faire comme ça. Après, je pense que c'est aussi... souvent, on ne sait pas trop, donc du coup, on va commencer par faire un diagnostic avec l'écho. Moi, souvent, je demande une IRM, et puis c'est finalement, quand je vois que l'IRM est un peu atypique, c'est à ce moment-là que je vais demander l'avis de mon collègue, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller... Après, j'ai peut-être la chance d'avoir une IRM dans mon centre, et même si on n'a pas toutes les IRM qu'on aimerait avoir, mais on a quand même un accès à l'IRM qui nous permet d'avoir déjà un premier... Après, il faudrait... Mais les gens commencent à être formés, je pense aussi. On regarde maintenant des IRM, nous, les cardiologues, plus souvent, on commence à voir, on voit on voit si c'est quelque chose d'un peu classique ou s'il faut se poser plus de questions, je pense. Et du coup, voilà. En fait, vous voyez un peu au cas par cas, selon vos possibilités sur vos régions. Après, voilà, mais c'est vrai que tant qu'on peut faire une IRM, c'est vrai que l'IRM devient un examen assez central finalement dans le diagnostic aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Le panel? Le retour, on va peut-être passer à la dernière présentation. Parfait. Le docteur Michier de Châteauroux qui va nous faire la dernière présentation, les recommandations du SPA. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour. C'est vendredi après-midi. La plupart des participants peut-être sont partis. On vous remercie d'être toujours là. Alors, on va enchaîner avec les recommandations essai 2023 sur le syndrome coronarien aigu. Je suis Alexandre Michy, chef de service cardiologie à Châteauroux et membre du bureau CNCH. On passe directement, je passerai directement au slide. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les recommandations ESC
pour les SCA 2023. Alors, cette première figure, nous explique un peu les délais de la prise en charge de SCA, soit SCA ST-, soit le SCA ST+, et surtout la stratégie, donc la sélection de la stratégie invasive et de la thérapie de la perfusion chez les patients présentant un SCA ST-. Les critères ne sont pas trop changés, sauf si les experts me contrarient. Les critères pour la prise en charge de l'ST+, sont les mêmes. Les critères pour la prise en charge de l'ST-, pareil, ils n'ont pas changé. Bref, il faut faire une coronarographie immédiate, ça veut dire idéalement dans les 2 heures. Si le patient est instable, s'il présente une instabilité hémodynamique, soit une arythmie sévère, soit bien sûr un choc cardiogénique, il faut envisager une coronarographie si le patient est à très haut risque, ça veut dire un score de Grace supérieur à 540, des modifications dynamiques de segment ST ou de l'onde de T, une élévation transitoire du segment ST. Et puis pour les autres patients, il faut envisager soit une stratégie conservatrice, soit envisager une coronarographie à distance pendant l'hospitalisation. Alors, les auteurs nous schématisent les médicaments et les classes surtout des médicaments qu'on peut utiliser en 2023. Alors, c'est vrai que les classes de recommandations changent tous les 4 ans. Dès qu'il y a de nouvelles recommandations, ça change, peu importe que c'est l'héparine, l'enoxaparine ou la bivalirudine. Bien évidemment, ça change en fonction des résultats des essais. Donc la figure centrale nous explique un petit peu, ligne par ligne, les traitements qu'on peut envisager. Alors si on parle de l'anticoagulation et si on est côté STEMI, classe 1, c'est l'héparine non fractionnée, et on peut également utiliser comme indication 2A soit l'enoxaparine, soit la bivalirudine. Alors la fondaparinux est, on va dire, non recommandée, si je dois citer le professeur Marco, on ne va pas dire contre-indiqué, pour le STEMI. Pour le ST-, pareil, l'héparine garde sa priorité, donc c'est classe 1. On peut envisager de l'enoxaparine si l'angiographie est effectuée dans les 24 heures. Et on peut envisager le fondaparinux uniquement si l'angiographie va se faire de plus de 24 heures du moment où le patient est hospitalisé, soit si le patient ne va pas avoir une coronarographie devant ses comorbidités, devant son âge ou un haut risque hémorragique. Si on parle de traitement antiagrégant plaquettaire, donc l'aspirine garde sa place. C'est le premier traitement qu'on donne. Si on parle des interventions coronariennes initiales lors de la prise en charge de l'infarctus, l'angioplastie primaire pour le ST+, alors, les classes ont changé, notamment on peut donner de ticagrelor, soit de prasugrel, l'indication est 2B. Ça veut dire que, pour clarifier un petit peu plus, sauf si les experts me contrarient, avant on pouvait donner de Brilic ou du ticagrelor, de Brilic ou prasugrel avant de faire la coronarographie, et maintenant c'est un peu en stand-by. En ce qui concerne l'ST-, pour l'instant, ce qu'ils indiquent, c'est qu'il ne faut pas donner ni de Brilic ni de prasugrel avant que le patient fasse la coronarographie.
voilà un peu les consignes concernant le traitement antiagrégant plaquettaire. En ce qui concerne le choix de l'inhibiteur P2Y12, s'il s'agit d'un SCA, donc on peut donner bien sûr soit prasugrel, soit ticagrelor, et éventuellement clopidogrel, surtout clopidogrel pour les patients âgés de plus de 70 et 80 ans. Si le patient va directement en salle de coronarographie, on peut choisir entre prasugrel et ticagrelor. Et là aussi, le prasugrel comporte une supériorité versus ticagrelor. Et puis au long cours, les auteurs ont synthétisé de façon très simple. Au long cours, donc ça veut dire jusqu'à 12 mois, il recommande de l'aspirine plus un inhibiteur P2Y12. Et après 12 mois, bien évidemment, c'est l'aspirine. Alors, le SCA avec une présentation instable, ça veut dire arrêt cardiaque ressuscité et choc cardiogénique. Une coronarographie sur une angioplastie primaire est recommandée chez les patients ayant fait un arrêt cardiaque ressuscité et un ECG qui présente un ECG avec une élévation persistante de segment ST ou l'équivalent. De l'autre côté, il déconseille une coronarographie dans l'arrêt cardiaque ressuscité pour les patients qui ne présentent pas un ST+ sur l'ECG. Donc ça veut dire que le patient peut être admis à l'hôpital, il lui faut un bilan initial, éventuellement éliminer un AVC hémorragique ou d'autres pathologies, et puis bien sûr à réfléchir si effectivement il faut lui faire une coronarographie, et tout ça dans l'absence d'un ST+ sur l'ECG. Pour les autres paramètres, il faut bien maîtriser la température, ça veut dire qu'il ne recommande plus une température basse comme avant. L'essai Box a montré qu'il faut juste simplement faire une prévention active de la fièvre, c'est-à-dire il ne faut pas que la température dépasse 37,7. Et puis, chez les patients atteints d'un choc cardiogénique compliquant en SCA, une coronarographie d'urgence est recommandée, tandis que l'utilisation systématique de ballons de contre-pulsion intra-aortique chez les patients atteints de SCA avec choc cardiogénique et sans complications mécaniques n'est pas recommandée. Ça, on le savait déjà, c'était compris dans les recommandations d'avant. Les soins précoces, bref, il faut bien évidemment admettre les patients qui présentent un SCA à l'USIC sur un service de cardiologie avec surveillance, télémétrie, soins aigus. Puis, il nous conseille d'avoir une surveillance télémétrique pour au moins 24 heures. Et puis, bien évidemment, on peut envisager de faire une sortie précoce, une sortie rapide, si le patient si on a pu effectuer une réperfusion et une révascularisation complète, si la FEVG est correcte, s'il n'y a pas d'arythmie, s'il n'y a pas de symptômes, pas de douleur thoracique récidivante. Donc, dans ce cas, on peut même faire sortir le patient après 48 heures. Quelques aspects techniques pendant l'angioplastie primaire. Alors, toujours l'accès radial est recommandé. L'imagerie intravasculaire devait être envisagée et peut être envisagée chez les patients avec des lésions coupables ambiguës. On ne fait plus d'aspiration systématique des thrombus. Et chez les patients qui présentent une dissection spontanée de l'artère coronaire, l'angioplastie est recommandée uniquement pour ceux qui présentent des symptômes et des signes d'ischémie myocardique en cours. La gestion des patients multitronculaires, pour faire un peu plus simple. Alors, si on prend ce schéma, les patients en choc cardiogénique, ils conseillent de traiter immédiatement la lésion coupable et puis, dans un deuxième temps, les autres lésions. Si on prend le bras STEMI, ils conseillent de faire une révascularisation complète, soit pendant la procédure index, soit dans les 45 jours qui suivent. Et s'il s'agit d'un SCA ST-, bien évidemment, pareil, le consensus est identique, donc ça veut dire qu'il faut faire une révascularisation complète.
Et bien sûr, on peut envisager d'utiliser les outils invasifs, notamment fonctionnels, pour évaluer les autres lésions. Bref, je l'ai mis en rouge. Donc pour les patients multitronculaires SCA-ST+ et SCA-ST- hors choc cardiogénique, après avoir traité l'artère coupable, une révascularisation complète est recommandée, soit lors de l'angioplastie initiale, soit dans les 45 jours. Minoka, il n'y a pas beaucoup de nouveautés concernant Minoka. Je rappelle que le terme fait référence à la situation où les patients présentent des symptômes suggestifs de SCA, une élévation de la troponine et des artères coronaires non obstructives, ça veut dire inférieure à 50% de sténose. Et là, l'outil magique, comme pour les cardiopathies, c'est l'IRM myocardique. On a bien sûr, ils ont fait un listing des causes sous-jacentes des Minoka dans les guidelines. Et bien sûr, un algorithme de traitement en fonction de où le patient arrive initialement. S'il arrive directement en salle de coronographie parce qu'on est devant un aspect, un sus-décalage de segment ST, alors, à ce moment-là, il fallait faire une ventriculographie, il faut utiliser tout ce qu'on a comme outil d'imagerie endocoronaire et éventuellement, si les coronaires bien évidemment présentent des lésions inférieures à 50%, évaluation de la microcirculation. Puis, si le patient n'arrive pas en salle de coronographie directement, s'il est dans le service, d'abord on le stabilise bien évidemment, on fait un bilan initial de ce qu'on fait d'habitude, et après on va envisager de faire soit la coronographie, soit bien évidemment s'il y a d'autres critères, un IRM, soit d'autres investigations. Et bien évidemment, il faut éliminer une hémorragie cérébrale qui peut donner un tableau au moins sur l'ECG, parfois des sus-décalages de segment ST. Quelques mots concernant le sous-ensemble des patients. Les patients un peu fragiles et à risque, donc maladie rénale chronique et les adultes plus âgés, devraient être traités comme les autres patients. Puis, l'ESC a fait un focus sur les patients atteints de cancer, notamment la gestion de ces patients soulève des questions spécifiques en raison des divers facteurs, notamment la fragilité, un risque accru de saignement, la thrombocytopénie, un risque accru de thrombose. Il y a 4 types de cancers qui sont les plus fréquemment associés aux patients atteints de SCA, notamment prostate, cancer de sein, cancer de côlon et de poumon. Ça représente environ 3% des patients qui font un SCA. L'intervention invasive, soit l'angioplastie avec des stents actifs, est recommandée si le pronostic de cancer est favorable et si le pronostic dépasse 6 mois. Il faut inventer toujours les interactions médicamenteuses et puis bien sûr une évaluation périodique des effets cardiotoxiques des traitements anticancéreux est nécessaire, éventuellement réarranger les médicaments en fonction ou arrêter certains médicaments. Le traitement au long terme, et là on parle de traitement hypolipémiant, et les stratégies pour diminuer le risque après avoir fait un infarctus. Donc, bien évidemment, on a la réadaptation cardiaque qui est extrêmement importante, gestion de mode de vie et la thérapie pharmacologique. À part le basique qu'on connaît tous, ils ont fait un schéma qui est clair, qu'on respecte déjà, cet algorithme notamment de titration ou de mettre en place les statines ou les autres médicaments à type des étimibes et même les PCSK9. Un petit rappel pour l'hypertension, donc les patients de plus de 70 ans, ils ont fixé comme cible que l'hypertension devait être inférieure idéalement à 140 mmHg et pour les autres patients, donc ça veut dire pour les plus jeunes, inférieur à 130 sur 90, et là on parle des patients coronariens avec hypertension. Diabète, l'hémoglobine glycée devait être inférieure à 7%, ou au moins avoir comme cible ce seuil, et le LDL cholestérol devait être inférieur à 0,55 g par litre, inférieur à
40 grammes par litre en cas d'événement récurrent. Cela implique le fait qu'on devrait voir le patient, au moins lui faire une prise de sang alors comme c'est mentionné ici, dans les 4 à 6 semaines qui suivent après l'événement aigu, il va lui faire une prise de sang et le réévaluer soit face à face, soit à distance. Il y a déjà des outils et des programmes qui surveillent le patient à distance, et donc on peut titrer les médicaments même à distance. Bref, il faut un petit focus sur l'information des patients, ce qui est important ou très important également. Il faut prendre la décision avec le patient, il faut bien lui expliquer les risques, les bénéfices. Il faut s'assurer qu'il a bien compris qu'est-ce qu'on lui propose, peu importe si c'est un traitement médical ou si c'est une intervention complexe. Et puis, voilà, je viens de finir. Vous avez les recommandations sur notre revue CardioH que vous avez vu déjà. Si vous avez des idées d'articles intéressants, on vous attend avec énorme plaisir. Et moi, je vous remercie. Des questions de la part de panel et des questions peut-être de votre part. Professeur Marco. Quels sont ceux qui travaillent dans un centre avec un programme d'angioplastie primaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Levez le bras. Très bien. Alors, pour les autres, quels sont ceux qui travaillent dans un centre qui n'a pas l'angioplastie 24 heures sur 24? Levez. Bon. Alors, une question pour vous. Est-ce que dans vos hôpitaux, où vous n'avez pas un programme d'angioplastie, est-ce que vous avez un programme de fibrinolyse rapide, dans les moins de 10 minutes, et un réseau pour ensuite envoyer ces patients dans le centre de coronarographie? Exprimez-vous. Personne? Je suis sûr que vous avez quelque chose à nous dire. Parce que c'est le parent pauvre. Hein, c'est le parent pauvre. Et il ne faut pas parler qu'aux riches, il faut parler aux pauvres. Et on oublie ça, c'est que moi j'y réfléchis quand je vais à la pêche ou à la chasse dans les Pyrénées, chez moi. Et je me dis là, si j'ai un infarctus, je n'aurai jamais l'angioplastie primaire. Est-ce que le centre dans lequel je vais être adressé a un programme de fibrinolyse, c'est-à-dire réaliser la fibrinolyse? Allez-y, madame. Excusez-moi. Bonjour. Donc, effectivement, nous n'avons pas de service de choro dans notre hôpital, mais nous sommes en convention avec des services qui ont des choros. On a beaucoup thrombolisé. On thrombolise effectivement de moins en moins. Déjà parce que dès qu'on appelle notre collègue hémodynamicien, il nous dit « Non, non, tu thrombolises pas, tu me l'envoies ». Même si on a des difficultés, puisqu'on est quand même au-delà des 120 minutes. En fait, le problème, c'est qu'on est déjà à 100 km de toute salle de choro. Voilà. Donc, entre le moment où le patient arrive et le moment où il est sur la table de choro, on a déjà souvent dépassé les 120 minutes. Alors, dans ces recommandations, on parle de cette fibrinolyse. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller passer 4 mois en Afrique du Sud, dans les différentes universités, où ils ont un programme. Il y a les distances qui sont très importantes, et ils ont des programmes dans tous les centres, des réseaux, et tous les jours, ils reçoivent 2, 3 patients ou 4 qui ont été fibrinolisés 24 heures au préalable, avec des résultats, de très bons résultats. C'était avec l'association fibrinolyse, Lovenox, clopidogrel et aspirine, avec de très bons résultats. Et c'était le parent pauvre un petit peu des... on n'osait pas en parler en France, comme si tous les patients avaient accès de suite en 90 minutes au centre. Donc ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez, pour ceux qui ont un centre 24 heures 24, est-ce que vous avez des questions à poser concernant les recommandations de l'angioplastie primaire, comme l'a présenté Alexandre Rue? Est-ce que vous avez des questions particulières?
Soyez pas timide. Hein. Technique. Sinon, professeur Monségu, oui. Moi, je veux bien faire un commentaire, Jean, enfin un double commentaire par rapport à la fibrinolyse. Quand on regarde les recommandations 2023, c'est pas 90 minutes, mais c'est la golden hour. C'est 60 minutes guide en place. C'est pas 90 minutes. Tout à fait, oui. Donc le temps a été réduit. Et 60 minutes, c'est vraiment très court. Et sur le deuxième item, effectivement, je pense que le fait de prendre en charge ces patients très précocement, c'est vraiment une grande chance. Seulement, faut-il pouvoir encore le faire? Bien sûr, fibrinolyse immédiatement. Oui. Jean-Pierre a un commentaire à faire. Je pense que j'ai un petit moment de plaisir en entendant Jean. J'ai l'impression de rajeunir de 25 ans. Mais tu as totalement raison. L'angioplastie primaire, c'est vers quoi il faut tendre. Mais s'il y a un délai excessif, la thrombolyse est tout à fait indiquée. Il faut voir la gravité du patient. Un antérieur étendu chez une personne jeune, ben, il faut y aller, quoi. Il faut thromboliser et envoyer le malade et thromboliser dans l'ambulance. Jean a parfaitement raison. Ce que dit Jean-Pierre, vous recevez dans votre hôpital sans coronagraphie un patient de 50 ans à la 2e heure avec un grand sus-décalage du segment SET en V1, V2, V3, V4, enfin un infarctus antérieur, 50 ans en voie de constitution, et votre système fait, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas, ce patient ne peut pas bénéficier d'une angioplastie primaire dans les 2 premières heures, dans les 120 minutes. Il faut que vous ayez un programme de fibrinolyse et vous aurez des résultats spectaculaires. Un programme de fibrinolyse, surtout s'il est dans les premières heures, il faut qu'il y ait dans ces hôpitaux, il y ait un programme de fibrinolyse. En fait, ce n'est pas nous que vous devez convaincre, parce que nous, on a énormément thrombolysé. Mais depuis qu'il y a eu les études où il y avait une surmortalité sur l'angioplastie, sur échec de thrombolyse, c'est plutôt les coronarographistes qui nous disent « non, non, ne thrombolyse pas ». Là, vous soulevez un problème. Vous pouvez savoir comment vous me faites plaisir. D'abord, la dernière étude, la plus récente, a randomisé justement fibrinolyse, clopidogrel, aspirine et papa moléculaire versus angioplastie primaire lorsqu'il y avait plus de 90 minutes de délai. Et les résultats sont identiques. Il n'y a pas de différence significative. Donc, si je vais à la chasse et si je m'en vais ou à la pêche et si je tombe à l'hôpital local, et parce que j'ai un infarctus antérieur depuis 2 heures ou 3, je vais demander à ce qu'on me fasse une fibrinolyse. Et les angioplasticiens n'ont pas à dire non, il ne faut pas faire de fibrinolyse. Je crois qu'on oublie, ça semble un petit peu. Alors, si vous voulez un peu plus d'éléments, la première étude, qui était sans stent, était une étude de non-infériorité, comparant fibrinolyse et angioplastie primaire, et la conclusion était que l'angioplastie primaire n'était pas inférieure à la fibrinolyse. C'était pour montrer que l'angioplastie... Et depuis, il n'a jamais été démontré réellement une supériorité. C'est des méta-analyses, c'est des subtilités. Donc, le parent pauvre, c'est la fibrinolyse. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, pour les patients qui ne peuvent pas avoir accès, pensez à ça et développez dans vos hôpitaux un programme où en 10 minutes, il faut que, après l'admission, 10 minutes, le patient a reçu la fibrinolyse et contact avec le centre. Pardon. Je vais juste faire un commentaire qui va dans ce sens-là sur les données observationnelles françaises. À peu près 60% des patients ont une angioplastie primaire hors délai. Donc à partir du moment où l'électrocardiogramme est fait, ils sont au-delà des 120 minutes. Et pour les gens qui ont une fibrinolyse, c'est un peu moins de 10% des patients en France, une fibrinolyse précoce donne des résultats qui sont au moins aussi bons qu'une angioplastie primaire, voire même un petit peu mieux sur les données de FASTEMI. Alors, cette notion de délai renvoie à autre chose pour ceux qui ont un programme d'angioplastie à phase aiguë infarctus du milieu. C'est les patients qui se présentent au-delà de la 12e heure. Dans les recommandations, il est écrit, il faut le lire, les recommandations, que pour les patients qui continuent à avoir de la douleur ou de l'instabilité
ou d'autres, des arythmies, il est possible d'envisager une réouverture de l'artère. Il est possible de le faire. Par contre, il faut décourager de faire l'angioplastie primaire au-delà de la 12e heure, en routine, chez un patient qui ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nombreuses observations rapportées et vécues, en particulier sur la coronaire droite, où le patient a une angioplastie à la 14e heure ou 16e heure ou 18e heure, l'électrocardiogramme et le sus-décalage a pratiquement diminué au moment de l'angioplastie, ouverture de l'artère, dilatation, sus-décalage du segment ST, parfois trouble du rythme, pour les infarctus antérieurs, détérioration de la fonction ventriculaire gauche, et les inférieurs, parfois ischémie du pilier de la mitrale. Donc soyez prudents de ne pas avoir comme réflexe, même si c'est à la 14e heure, 18e heure ou 20e heure, même si c'est possible de le faire, d'aller faire une revascularisation, parce que le bénéfice est très faible et le risque d'aggravation est très élevé. Uniquement s'il est asymptomatique, c'est ça? Pardon? Uniquement s'il est asymptomatique. Voilà. S'il est symptomatique, je pense qu'ils ont même marqué 24 ou 48 heures au-delà. Non. Ça peut être, c'est pour ça qu'il faut des subtilités de lire, peut-être envisagé chez les patients qui continuent à avoir un sus-décalage de la douleur, etc. etc. Peut-être, et c'est là qu'il faut comprendre les deux petites nuances, deux petits B. Et ce que ça veut dire, c'est peut-être envisager. Il faut être très prudent. Il faut faire une petite nuance dans ce que dit Jean, où ce qu'il dit est parfait. Pour les services qui veulent démarrer, les hôpitaux, redémarrer un programme de fibrinolyse, il faut que ce soit un programme hospitalier, officiel, avec le SAMU, et finalement avec l'hôpital où vous envoyez le malade. Il y a une petite restriction, c'est les femmes. Les femmes, plutôt un peu jeunes, n'ayant pas trop de facteurs de risque ou pas de facteurs de risque, il y a le problème des dissections coronaires spontanées. On ne sait pas ce que fait la fibrinolyse sur une dissection coronaire spontanée. Donc si on démarre un programme comme ça, il faut redevenir clinicien. Et ça va redevenir lourd. Parce qu'il faut se déplacer la nuit, en urgence, en astreinte, venir vérifier ce que fait l'interne, lui dire attention, ça pourrait être une dissection coronaire spontanée, parce qu'une thrombolyse là-dessus, on peut plier la patiente. Et ce sont surtout des femmes, c'est vrai. Donc l'infarctus de la femme d'âge moyen, petite nuance, on fait une parenthèse dans le programme, mais il faut bien y penser parce que Pascal Motreff de Clermont a bien montré qu'il a d'ailleurs une série multicentrique très intéressante sur les dissections coronaires spontanées. Il faut y penser. L'infarctus de la femme, ce n'est plus tout à fait l'infarctus des hommes. Avec le TACO, avec les dissections, et puis il y a l'infarctus standard, plutôt après 65 ans. Alors, il y a un sujet également qui est très d'actualité, qui est la gestion des antiagrégants plaquettaires après les syndromes coronariens aigus, que ce soit infarctus ou syndrome coronarien aigu, sans élévation du segment ST. Et en particulier, là, on est confronté, vous êtes confronté de plus en plus avec des patients âgés. Quand je dis patients âgés, c'est des patients comme moi. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas les 65 ans. Patients âgés, c'est 80 ans ou 75 ans, 80 ans, avec des comorbidités. Et parfois, la fibrillation auriculaire, c'est assez fréquent. Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'on appelle la déscalade ou bien l'interruption précoce du traitement antiagrégant plaquettaire? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est un problème qui vous pose... Peut-être détailler un peu, professeur Marco, oui, voilà. éventuellement. Par exemple, je vais prendre un exemple. On a un peu dépassé le temps. C'est la dernière session, donc on peut rester jusqu'à minuit si on veut. Je vais prendre non, je sais que votre temps est précieux, donc on va finir dans 5 minutes. Je vais prendre un exemple. Je fais un infarctus tout à l'heure. Je vais être pris en charge par mes amis immédiatement. Qu'est-ce qu'ils vont me conseiller ensuite comme antiagrégant plaquettaire et pour combien de temps? Est-ce que tu es un FA ou tu n'es pas un FA? Dis-nous la vérité.
J'ai jamais fait d'arythmie quand même, t'es pas sous anticoagulant. D'abord, il faut commencer par me le demander. Je te demande. Donc, la première question, et c'est bien fait dans ces recommandations, avoir une approche holistique du patient. Est-ce que je fais la fibrillation auriculaire? Mais tu as autre chose à me demander aussi. Quel est mon mode de vie? Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes antécédents? C'est tout ça qu'il faut, et c'est bien fait dans ces recommandations. Je vous invite à lire le texte des recommandations, parce que c'est très bien fait, et d'avoir une approche holistique des patients, et à ce moment-là, adapter. Alors, l'histoire de la durée des anti-IRM plaquettaires est très fumeuse, Elle est faite des mystères, des études randomisées, des objectifs primaires, des objectifs secondaires, etc. C'est très, très fumeux. Et on arrive mal à s'en défaire entre l'époque où il n'y avait pas de stent, c'était le ballon, et ensuite les stents métalliques, ensuite les premières générations de stents, etc. Et là, actuellement, vous êtes confronté de plus en plus avec ces patients. Comment le gérer? D'abord, qu'est-ce que tu vas me donner tu vas me donner du ticagrelor, tu vas me donner quoi là? L'habitude tout qui va être mauvaise, ça va être de donner du cardégique et du ticagrelor, mais j'ai vu que le prasugrel avait une place aussi importante. Il a monté, non? Alors, bien sûr que certains d'entre vous ne seront pas compte de l'avis de Michel de me donner du ticagrelor. Je te rappelle que j'ai 81 ans. Est-ce qu'à 81 ans, tu vas me donner du ticagrelor pendant quelques mois en association avec l'aspirine, en sachant qu'en dehors de la pêche dans les torrents de montagne, je vais également, où je me casse la gueule de plus en plus, je fais du vélo où je me casse la gueule de plus en plus, et c'est la vie courante. Donc la première chose, c'est il y a les modernes, mais pour les gens d'un certain âge, c'est le prasugrel qui doit être... Et combien de temps? Oh, ça, c'est un autre sujet. Professeur Montségu. On a la réponse, enfin, dans les guidelines, on a vraiment la réponse. Et d'ailleurs, Alexandre, tu l'as très bien montré. Chez le patient HBR, chez le patient à haut risque hémorragique, en dehors de celui qui est sous anticoagulant et qui va rester sous anticoagulant, pour lequel il n'y a plus de discussion, on utilisera le clopidogrel comme deuxième inhibiteur plaquettaire. En dehors de ce patient-là, mais dès l'instant qu'il est HBR, de par l'âge, de par d'autres comorbidités comme l'insuffisance rénale, etc., ce patient doit bénéficier pendant 1 mois du traitement agressif, plutôt le prasugrel que le ticagrelor, et au bout d'1 mois, c'est la désescalation, c'est ce que vous mentionniez préalablement, où effectivement, on va diminuer l'importance de l'inhibition de l'inhibition plaquettaire en faisant un switch, un relais avec le clopidogrel, en faisant bien ce relais. Ça veut dire que si on passe du ticagrelor vers le clopidogrel, il faut redonner une dose de charge de clopidogrel avant de donner le traitement de fond. C'est là qu'il faut joindre la théorie, l'anatomopathologie, la théorie, l'OCT, l'imagerie intracoronaire et la réalité. Avec les stents actuels, on peut dire qu'au bout de 2 mois, à peu près 95% ou 99% des stents, il y a une néo-endothélisation qui est faite. Or, la stratégie de traitement anti-IRM plaquettaire a été basée sur la première génération de stents, où malgré les leaders d'opinion qui disaient que ça ne thrombose pas, il y avait régulièrement des thromboses à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et progressivement, les progrès ont fait qu'au bout de 2 mois, on peut dire que le stent est endothélisé. Donc le risque de thrombose, selon l'anatomie de la lésion, c'est là qu'il faut travailler en équipe. C'est sûr que si on a fait quelque chose de complexe, bifurcation, avec 2, 3 stents, 4 stents qui se croisent, là, ça devient particulier. Mais si c'est un seul stent, eh bien, au bout de 2 mois, 3 mois, effectivement, on peut passer, si le patient a des risques, à haut risque. L'âge déjà représente un des facteurs de risque hémorragique, et c'est là qu'on peut passer. Il faut individualiser, c'est très bien fait à nouveau dans ces recommandations, considérer chaque patient individuellement, bien avoir une approche holistique,
par checklist, si vous voulez, c'est le mieux. Et en fonction de ça, adapter le traitement, ne pas avoir la vision systématique 12 mois. Ça peut très bien être 6 mois. Si c'est pas quelque chose, si c'est pas un diabétique, inflammatoire, qui a d'autres facteurs aggravants de risque d'ischémie myocardique. Et peut-être c'est surtout le cardiologue interventionnel qui fait la procédure qui devrait dire ou indiquer la durée idéale de DAPT en fonction de la complexité de la procédure. Si c'est une bifurcation avec plus de 40 mm voilà, ça change. Si c'est un stenting simple. Je pense que l'opérateur doit se mouiller et dans son compte-rendu, enfin en tout cas moi personnellement, sur tous mes comptes-rendus, quelle que soit la prise en charge du patient, je mets la durée de la bithérapie souhaitée avec ce que j'appelle une période incompressible. Celle pendant laquelle effectivement on va essayer de tenir en l'absence d'hémorragie active. Alors maintenant, un prix spécial est donné à celui qui portera la dernière question dans l'assistance. Un prix spécial, c'est une surprise de la part du comité d'organisation. Voilà, bravo, vous avez gagné. À propos des recommandations, si on prend le cas d'un malade et on le traite en dehors des recommandations, que faites-vous si on traite un malade en dehors des recommandations? Que faites-vous du cadre médico-légal? C'est une excellente question. Et j'attendais cette question. Alors tout d'abord, les recommandations sont des recommandations. Les recommandations sont des conseils, sont des recommandations. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, après la lecture de Michel, on ne dit pas « vous devez faire ça ». Les recommandations sont là pour vous aider à construire votre raisonnement en fonction de votre expérience, en fonction des particularités du patient, des connaissances, de l'expérience locale et des contraintes. C'est uniquement un outil. Et effectivement, on prend l'exemple des patients de plus de 80 ans. J'adore cet exemple. Parce que vous n'avez aucune étude randomisée. Alors, si vous avez affaire à un patient de 80 ans avec un syndrome coronarien aigu, vous lui dites, monsieur, je ne peux pas vous traiter, je ne peux pas vous prendre en charge, puisque vous n'êtes pas dans les études randomisées. Bon, ça, bien sûr, vous ne le ferez pas. Et là, vous allez... C'est pour ça qu'il faut lire le contenu. Vous allez bâtir votre raisonnement et votre prise de décision. Alors, par exemple, c'est un syndrome coronarien. Si je fais un infarctus, je demande, et je suis dans les limites, je vais demander à Michel de me dilater tout de suite. Non, pas lui. Enfin, quelqu'un de son service, de me dilater tout de suite. Par contre, si je fais un syndrome coronarien, mais qui n'est pas de la troponine, ne s'est pas élevé, c'est là que vous allez me prendre en charge différemment. Et vous devez avoir... Il n'y a pas d'études randomisées concernant les patients de plus de 80 ans. Il y a des registres, il y a des analyses post-hoc, des sous-groupes, des analyses sous-groupes. Tout ça, ce sont des hypothèses. Et là, de ces hypothèses, eh bien, vous allez bâtir votre raisonnement pour prendre en charge. S'il y a une complication, si vous avez bien fait votre travail, si vous avez rédigé la raison pour laquelle vous prenez cette option de traitement, je peux vous promettre, étant un des plus anciens et donc ayant bénéficié du fait que je suis passé dans les tribunaux plusieurs fois, eh bien, si vous faites bien votre travail, si vous avez bien fait, vous expliquez en disant, étant donné qu'il tombe souvent, il a des chutes, il est instable, il a ça, je considère que je recommande, je conseille, et je l'explique aux patients qu'on arrête le prasugrel ou le clopidogrel après 3 mois, si vous avez battu, et que ce patient fait une complication ischémique à ce moment-là, il n'y a aucun problème, vous l'avez expliqué, les experts, c'est juste, et puis voilà. Par contre, si vous dites ce que a dit, je crois, Jacques Monségur, si vous dites, moi j'arrête la double antiagression plaquettaire au bout d'une semaine parce que j'estime, là vous êtes hors piste. Là, sauf si vous avez une raison majeure, bien sûr, que si on saigne, une hémorragie cérébrale, vous l'arrêterez. Vous saisissez. Mais il faut que les choses soient écrites.
que votre dossier soit bien fait, vous ne risquez rien devant la justice. On va devoir clôturer parce que le professeur Galinier perd son avion. Merci au panel d'experts, merci pour votre temps, merci à vous tous. Mais